Merci d'écouter la radio nationale du Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal Ibrahima Traoré. C'est 13 heures dimanche. À la une de cette édition, le Mali entend produire 400 MW d'électricité d'ici 15 mois pour faire face à la crise énergétique qui frappe le pays. Hier, le président de la transition a posé le premier panneau de la troisième centrale solaire à Tchakadougou, Dialakorom. Nous entendrons le chef de l'État dès le début de ce journal. Examen du DEF, diplôme d'études fondamentales au Mali, c'est demain. Ils sont cette année près de 350 000 candidats repartis entre 2106 centres à travers le pays. Nous entendrons le message du ministre de l'Éducation nationale adressé à l'ensemble de la communauté éducative et aux candidats. Et l'invité de ce 13h dimanche est le directeur national du Centre des examens et concours, Mahamadou Keïta. Lui nous parlera des dispositions pratiques prises pour le bon déroulement de ces examens. Second invité de ce 13h dimanche, professeur Oumar Diallo, il est président des neurologues du Mali. Il nous fera le point des conclusions du premier congrès des neurologues tenu à Bamako récemment, une rencontre qui a mobilisé 7 pays du continent autour du thème neurochirurgie et plateau technique. À suivre également le point complet de toute l'actualité internationale. Et le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel est le menu de cette page des sports ce dimanche ? L'actualité sportive de ce 13h dimanche est dominée par 2 sacres. Le Real Madrid est encore une fois sur le toit de l'Europe pour la 15e fois de son histoire. Et puis le Stade Malien de Bamako n'a fait qu'une bouchée d'Afrique Football Elite hier 4-0 en finale de la 63e édition de la Coupe du Mali. L'actualité des sports à ne pas manquer avec Famourou Djourté dans une demi-heure. Et Focus Santé de ce dimanche s'intéresse aux règles douloureuses. Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Sissé pour en savoir davantage. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Le Mali produira 400 MW d'électricité grâce à la centrale solaire d'ici 15 mois. Une production qui représente 43% de ses besoins actuels. La transition énergétique est donc bel et bien amorcée dans notre pays. C'est dans ce cadre que le président de la transition a procédé hier matin à Tchakadougou Dialakoro à la pose du premier panneau d'une centrale solaire photovoltaïque de 100 MW en 2 phases de 50 MW. C'est un fruit de la coopération entre le Mali et les Émirats arabes unis. Coût de réalisation de la première phase des travaux, près de 50 milliards de francs CFA pour une durée de 12 mois. Je vous propose d'écouter le colonel Assimi Goïta, président de la transition, sur ce projet qui va juguler la crise énergétique. Il est au micro de nos envoyés spéciaux à Tchakadougou, Dialakoro, Yaya Konaté, Abouakar Traoré et Sidiki Balo. La centrale de Tchakadougou va compléter celle de Safo et de Stanagoroba, soit au total 400 MW. Ces capacités de 400 MW vont nous permettre de sortir progressivement de cette crise énergétique que connaît notre pays, aussi d'amorcer notre transition énergétique vers les énergies renouvelables, aussi promouvoir le développement socio-économique de notre pays. En termes d'employabilité, ces 3 centrales vont permettre la création d'emplois directs et indirects qui vont impérativement impacter positivement la vie de nos concitoyens. Je voudrais aussi saluer les partenariats de coopération et les liens d'amitié entre les Émirats arabes unis et le Mali. Aussi saluer l'engagement patriotique du ministre Kamara et du ministre Sanou, dont leur engagement et leur détermination acharnée nous ont permis l'aboutissement de ces différents projets. Et je voudrais encore une fois de plus, et je ne cesserai de saluer le courage, surtout la détermination du peuple malien à accompagner cette transition. Et notre souci, c'est toujours d'améliorer le bien-être de nos populations. Le président de la transition, c'était donc hier à Tchakadougou Dialakoro, à l'issue donc ou lors de la pose du premier panneau d'une centrale solaire
voltaïque. Dans l'actualité également, débute demain sur l'étendue du territoire national les épreuves du DEF, diplôme d'études fondamentales. Ils sont cette année 349 080 candidats repartis entre 2106 centres sur l'ensemble du territoire. Le ministre de l'Éducation nationale se réjouit du bon déroulement de l'année scolaire. Il salue l'accompagnement des partenaires sociaux de l'école. On en sait davantage avec Batraoré. Année scolaire 2023-2024 a pesé un motif de satisfaction pour le ministre de l'Éducation nationale qui annonce le début des épreuves du DF, le diplôme d'études fondamentales. Amadou Savané, 349 080 candidats répartis entre 2106 centres prendront le chemin des salles d'examen du diplôme d'études fondamentales. Ce diplôme leur ouvre les portes de l'enseignement secondaire. Ils pourront, ce sésame obtenu, entreprendre des études dans l'enseignement secondaire général, dans l'enseignement normal, dans l'enseignement technique et professionnel. Le ministre Amadou Savané salue l'engagement de la communauté éducative auprès du gouvernement pour le déroulement normal de cette année scolaire. Amadou Savané. Le pacte de stabilité sociale entre le gouvernement du Mali et les partenaires sociaux et l'intérêt des plus hautes autorités de notre pays pour l'école nous ont permis de consolider les acquis. Le ministre de l'Éducation a saisi l'occasion pour rappeler les efforts faits pour la réaffirmation d'une école malienne respectueuse des standards qui tiennent surtout compte des besoins de notre économie. Amadou Savané, ministre de l'Éducation nationale. Tenant compte des hautes instructions de Son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, nous avons entrepris des actions concrètes pour des examens de fin d'année réussis. Nous avons mobilisé à cet effet tous les acteurs et partenaires de l'école autour du slogan « Je suis candidat, je m'oppose à la fraude ». Amadou Savané a enfin lancé un appel à tous les personnels mobilisés dans les différents jurys des examens pour que les résultats à venir soient exempts de toute irrégularité. Voyons à présent, avec l'invité de ce 13h dimanche, les dispositions pratiques prises sur le terrain pour le bon déroulement de ces examens du DEF. Nous avons en ligne Mahamadou Keïta, directeur national du Centre des examens et concours. Monsieur Keïta, bonjour. Bonjour, M. Traoré, comment allez-vous? Je vais très bien et vous-même? Ça va. Très bien. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rassurer que tout est mis en œuvre pour sécuriser les sujets? Au moment où je vous parle, tout est mis en œuvre pour sécuriser les sujets. Ils sont tous arrivés là où ils doivent l'être et tout est fin prêt pour le démarrage effectif demain matin à 8h. Très bien. Et que risquent ceux ou celles qui tentent la fraude dans tous les sens Vous avez dû le remarquer ces derniers jours, le ministre de l'Éducation nationale, en collaboration avec le procureur du pôle de la lutte contre la cybercriminalité, a fait passer un communiqué dans lequel il est clairement dit que tous ceux-là qui seront pris dans des situations de sabotage des examens seront considérés comme des cybercriminels et traités comme tels. Donc, avec ce communiqué, je crois que les uns et les autres sont avertis et en principe devraient savoir à quoi s'en tenir au cas où ils enfreindraient à ce qui est prescrit quant à la bonne marche des examens. Alors, quel est le dispositif mis en place autour des centres d'examen pour assurer la sérénité autour des candidats? Au niveau de chaque centre, il sera déployé des effectifs de policiers, ça dépend de la localité, ça peut être la police, ça peut être la garde nationale, ça peut être même l'armée, en fonction de la localité. Toutes les académies, tous les centres d'animation pédagogique sont en contact avec les forces de défense et de sécurité pour que des dispositions soient prises pour sécuriser tous les centres. Au moment où je vous parle, après avoir fait un peu le tour des académies, il ressort que ce travail est déjà fait. Dès demain, à partir de 6h du matin, les forces de l'ordre seront sur place pour filtrer les entrées et puis sécuriser le centre jusqu'à la fin des épreuves qui est prévue le mercredi. Et pas de téléphone admis dans les salles, pas de sac. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce niveau, parlant de surveillance de façon générale? En fait, il y a une décision qui détermine la police de surveillance et le règlement des examens. Dans cette décision, il est clairement dit aux
aucun téléphone ou autre gadget ne sera admis dans le centre d'examen. Je précise bien dans le centre d'examen. Ce n'est pas dans la salle. Donc, les élèves ou les candidats doivent venir rien qu'avec leur stylo bic, leurs règles et puis les outils autorisés à cet effet, c'est-à-dire peut-être la calculatrice ou autre chose. Donc, ceci est valable non seulement pour les candidats, mais aussi pour les surveillants. Les seuls téléphones admis dans le centre et dans la salle sont ceux du président et du vice-président. Très bien. Puis, il est dit aussi dans la même décision que les candidates et les candidats vont se soumettre à une fouille corporelle tout en respectant leur dignité afin de s'assurer qu'ils ne portent pas sur eux des téléphones, des gadgets qui puissent entacher la bonne marche et le bon déroulement des examens. Très bien. Voilà des dispositions très pratiques qui sont dans cette décision. Et autre chose qui nous paraît aussi assez important, c'est que il est clairement dit dans la même décision qu'aucun élève n'a le droit de sortir de la salle d'examen et avant la moitié du temps pour lequel l'épreuve est prévue. C'est-à-dire, si l'épreuve est prévue de 8h à midi, l'élève n'aura droit à une sortie temporaire qu'à partir de 10h. Et quand il va rentrer de cette sortie temporaire, il ne sera plus autorisé à sortir jusqu'à la fin de l'épreuve. Donc, ce sont les dispositions que nous pensons seront assez utiles pour la bonne marche des examens. Ça a été dit, le ministre de l'Éducation nationale a précisé tout à l'heure que ces examens se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Alors, quid des élèves des camps de déplacés ou des zones d'insécurité? Des dispositions pratiques sont prises également à ce niveau? Pour ce qui concerne les enfants déplacés en Mauritanie, plus précisément à Batikounou, l'équipe de supervision du centre est déjà sur place depuis le mardi et pour surveiller le travail qui sera fait. Là aussi, toutes les dispositions sont prises. Quant aux déplacés internes, il a été instruit à toutes les académies de déplacer les candidats qui se trouvent dans les zones d'insécurité vers les zones sécurisées afin qu'ils puissent passer les examens. Et cette prise en charge est assurée par le gouvernement. Cela fait déjà plusieurs années que nous sommes dans cette logique-là. Tous les enfants qui sont candidats aux différents examens passent tous les examens sans problème. Une dernière question, monsieur le directeur. Qu'avez-vous envie de dire aux candidats, parents d'élèves et à l'ensemble des acteurs de l'école en ce moment précis? Et aux candidats, je dirais de ne compter que sur eux-mêmes. L'année a été une année normale, elle a été une année apaisée. Ils ont eu tout le temps de faire tous les exercices qu'ils voudraient pour pouvoir mieux se préparer. Aux parents d'élèves, je leur dis qu'ils ne rendent pas service à leurs enfants en essayant par tous les moyens de leur trouver soit des sujets ou bien une fois en salle d'organiser une fraude pour pouvoir leur virer la mettre. Ça, ils ne leur rendent pas service. Parce que nous, dans notre entendement, monsieur le ministre l'a dit dans son communiqué, nous voulons des conditions équitables pour tous les enfants qui compétissent à ces examens-là. Voilà ce que j'ai à dire aux candidats et aux parents d'élèves. Merci beaucoup, monsieur Mahamadou Keïta. Je rappelle que vous êtes directeur national du Centre des examens et concours. Encore une fois, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Je vous en prie. Également dans l'actualité, les femmes qui ont mené hier avec succès des opérations visant la destruction de bases ennemies situées dans la région de Sikasso. Une information de l'état-major général des armées. Ces opérations stratégiques qui ont concerné la forêt de Nyamazana dans le cercle de Kenya ont été menées avec efficacité et détermination, résultant en la neutralisation de plusieurs terroristes et la saisie d'une quantité importante de matériel, ce qui réduit significativement leurs capacités opérationnelles, précise l'état-major général des armées. Cette nouvelle victoire est le fruit du courage et du professionnalisme de nos soldats, ainsi que de notre capacité à anticiper et à répondre aux menaces qui pèsent sur notre nation, cite l'état-major qui rassure la population que la destruction des installations ennemies continue partout sur le territoire national. Ces opérations, ajoute le communiqué, démontrent notre détermination à défendre notre souveraineté face à toute forme de menace. Actualité hors de nos frontières, c'est la fin d'une hégémonie politique, dit-on, en Afrique du Sud. Le Congrès national
africain, ANC, le parti de Nelson Mandela, n'est plus en mesure de gouverner seul avec seulement 40,21% des voix obtenues aux élections générales selon les résultats provisoires de la commission électorale. On en parle avec vous, Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Beaucoup d'observateurs parlent de revers historique dans ce pays. Oui, tout à fait. Après 30 ans de fidélité inébranlable envers le Congrès national africain, l'ANC, qui a mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud, les électeurs ont pour la première fois retiré à Nelson Mandela son parti de sa majorité historique. Les votes du mercredi 29 mai pour la nouvelle Assemblée nationale qui choisira le prochain président pourrait marquer la fin de l'ère de l'ANC dirigée par le président actuel Cyril Ramaphosa après 30 ans de domination. Pour de nombreux des 62 millions de Sud-Africains, Cyril Ramaphosa, autrefois perçu comme le garant de l'intégrité au sein d'un parti en déclin, n'a pas tenu sa promesse de redresser le pays. La criminalité est en hausse, les infrastructures se détériorent, la pauvreté et les inégalités augmente avec un taux de chômage dépassant les 30%. Les coupures d'eau et d'électricité parfois jusqu'à 12 heures par jour. Les scandales de corruption au sommet ont encore miné une confiance déjà ébranlée. Hier samedi, suite au dépouillement, l'ANC obtient 40,21% comme vous l'avez dit, marquant un revers significatif en passant sous les 50%. Le principal parti d'opposition Alliance démocratique recueille 21,79% des voix. Le parti de l'ancien président Jacob Zuma, créé quelques mois avant les élections, obtient 14,61%, tandis que les radicaux de gauche des combattants pour la liberté économique conservent 9,48%. Les résultats définitifs de l'élection la plus disputée de l'histoire démocratique du pays doivent être annoncés aujourd'hui. Suite à cette annonce, les 400 sièges de députés seront attribués et la nouvelle Assemblée générale, la nouvelle Assemblée devra siéger courant juin pour élire le prochain président. L'ANC, qui détient actuellement 230 sièges, devra entamer des négociations dans les prochains jours. Merci beaucoup, Mohamed Sangari, pour toutes ces explications. Le reste de l'actualité internationale en plus bref avec vous à présent, Ousmane Daou à ma droite. Bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. D'abord la Côte d'Ivoire avec les derniers adieux à l'ancien président Henri Konan Bédié dans son village natal. Revêtu d'un pain traditionnel baouli, la dépouille de l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié fait son entrée pour la toute dernière fois à la place publique de Pépressou, son village. L'ancien patron du PDC RDA a reçu un ultime hommage des siens habillés pour la plupart en noir et rouge, symbole de la douleur et du recueillement en pays Akan. Ibrahim Traoré, vous l'avez dit, c'est l'ultime séparation entre les Ivoiriens et l'ancien président décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Celui qui était surnommé le Sphinx d'Aoukro repose désormais dans son village natal, Pépressou. En République démocratique du Congo, 2 procédures judiciaires sont en cours après la tentative de coup d'État du 19 mai dernier. Des arrestations ont eu lieu dans les jours qui ont suivi et des vidéos des opérations militaires ont même circulé sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'ici, les autorités étaient restées assez silencieuses concernant les avancées de l'enquête sur ces événements. Finalement, 2 procédures judiciaires ont été lancées et pourraient rapidement aboutir à des procès. La première procédure judiciaire concerne les assaillants arrêtés. Ils sont une quarantaine. Le dossier a donc été envoyé à l'auditorat général des forces armées. L'auditeur général doit désormais fixer le dossier devant la cour pour qu'un procès puisse se tenir. L'autre procédure, toujours en lien avec les événements du 19 mai, concerne cette fois-ci des allégations qui visent des militaires congolais. Ils répondront, s'il est vrai, de leur implication présumée dans des exécutions sommaires au palais. Intense où dans le sud de l'Allemagne, des inondations font plusieurs victimes, Ousmane Daou. Et déjà hier, les pluies diluviennes ont fait beaucoup de morts, vous l'avez dit. Pour le moment, aucun chiffre officiel n'a été communiqué. Dans plusieurs arrondissements, les autorités ont déclaré l'état de catastrophe naturelle. Il est tombé, tenez-vous bien, jusqu'à 150 litres d'eau en 24 heures dans le Bade-Württemberg et en Bavière. Selon le gouvernement bavarois, le niveau des cours d'eau est à son maximum. Des centaines de pompiers sont toujours à l'œuvre ce dimanche en début de journée.
Dans le sud de l'Allemagne, un pompier a été emporté par les eaux alors qu'il essayait de porter secours à une famille à bord de son embarcation. Et déjà, à ce sujet, le chancelier allemand Olaf Scholz a publié sur X, l'ancien Twitter: la mort d'un pompier à Pfaffenhofen me touche. Mes pensées vont à sa famille et à ses collègues. Courage. Intense bombardement israélien sur la bande de Gaza. Cela avant une réunion au Caire sur le passage de Rafah. En principe, la réunion doit se tenir mardi, mais d'ici là, l'armée de l'air et l'artillerie israélienne ont intensement bombardé la ville de Rafah quelques heures seulement après l'annonce par le président américain Joe Biden d'une feuille de route sur l'Israël en vue d'un cessez-le-feu avec le Hamas dans cette bande de Gaza. La feuille de route repose sur les nouvelles propositions israéliennes en vue d'un cessez-le-feu. Ce plan est en 3 phases, dont la première comprend une trêve israélienne de 6 semaines, la libération d'otages vulnérables et un retrait israélien des zones les plus peuplées de la bande de Gaza. Au moins 95 personnes ont été tuées dans ces raids ces dernières 24 heures, selon des sources palestiniennes. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce matin un bilan de 36 379 personnes tuées depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre dernier, donc 8 mois. La vie est devenue apocalyptique dans certaines zones du sud de la bande de Gaza, c'est alarmé l'Organisation des Nations Unies. Et pour la seconde fois, depuis le discours du président américain Joe Biden, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publié une réaction ce matin, je cite: « Les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre n'ont pas changé ». Fin de citation. Aux États-Unis, Donald Trump lève en francs CFA près de 100 milliards de francs CFA de dons après sa condamnation. Expliquez-nous. Des chiffres qui donnent le tournis. Vraiment Traoré, 2 jours après l'annonce de sa culpabilité dans son procès au pénal dans l'affaire Stormy Daniels, les dons pour la campagne de Donald Trump affluent de partout. Et cette campagne a déjà engrangé plus de 10 millions de francs CFA par heure. Des chiffres qui font rêver, mais qui sont bien réels, comme l'annonce l'équipe de campagne du président Donald Trump. Et cet engouement ne concerne pas seulement les grandes fortunes du pays, mais aussi les Américains lambda, puisque un peu plus de 24 heures après sa condamnation, en petite somme, tenez-vous bien, ils ont récolté 100 millions de francs CFA en quelques heures. Preuve, s'il en fallait vraiment Traoré, de la défiance des Américains envers un système judiciaire que Donald Trump, l'ancien président, accuse d'être au service de la Maison-Blanche et de Joe Biden. Et terminons ce tour d'horizon de l'actualité internationale avec ces élections. Au Mexique, près de 100 millions de personnes sont attendues aux urnes ce dimanche pour les élections générales, mais la plus suivie reste la présidentielle car une femme pour la première fois pourrait diriger le pays. Il s'agit des plus grandes élections de l'histoire du pays. Plus de 20 000 mandats sont en jeu à l'issue de ce scrutin. Vous venez de le dire, une femme devrait être en principe élue présidente pour la présidentielle. 3 candidats sont en course, parmi lesquels 2 femmes en tête des sondages, Xochitl Gálvez de la droite et Claudia Sheinbaum de la gauche. Cette dernière, justement ancienne maire de Mexico, la capitale et la plus grande ville du pays, possède une très large avance dans les sondages. Le Mexique doit aussi élire l'intégralité du Congrès. Il comprend 2 chambres, l'une avec 500 députés, l'autre 128 sénateurs. Enfin, plus de la moitié des 2469 municipalités du pays élisent leurs maires et conseils municipaux locaux et fédéraux à travers tout le Mexique. Retenez bien son nom, elle pourrait être la prochaine présidente pour la première fois du pays, Claudia Sheinbaum. Merci beaucoup, Ousmane Daou, pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Retour au Mali et ouvrons un chapitre santé avec Bamako qui vient d'accueillir le premier congrès de la Société de neurochirurgie du Mali. Un événement scientifique qui a regroupé plus de 300 participants venus de 7 pays du continent. Le congrès s'est tenu autour du thème neurochirurgie et plateau technique. Plusieurs cas pratiques d'intervention chirurgicale tenus dans les hôpitaux du Mali et de la sous-région ont été exposés aux congressistes. Pour en parler, nous avons en ligne professeur Oumar Diallo. Il est président des neurologues du Mali. Professeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Traoré. Alors, quel message se cache derrière le thème de votre congrès, à savoir neurochirurgie et plateau technique? Oui, monsieur Traoré, merci beaucoup. Merci, monsieur Traoré. Alors, il s'agit d'un message d'information et d'éclaircissement sur l'état d'instrumentation de nos plateaux techniques. Cette thématique répond à l'angoisse et à l'inquiétude de la population. Comme vous le savez, il n'est pas rare d'entendre parler
est-ce qu'ils ont les instruments nécessaires? Il s'agit bien évidemment d'un terme péjoratif parce que une intervention neurochirurgicale ne peut pas s'improvisionner, ne peut pas faire, on ne peut pas improvisionner une intervention neurochirurgicale. Au Mali, quel est l'état de la situation? Avons-nous un plateau technique adapté, un personnel qualifié suffisant pour faire face à cette situation de neurochirurgie? Oui, nous sommes actuellement 20 neurochirurgiens à Bamako, avec 2 neurochirurgiens en région, Sikasso et Ségou. Le plateau technique offre une possibilité de prendre en charge 90 à 95% des pathologies neurochirurgicales. Actuellement, à Bamako, nous pratiquons la neuroendoscopie, qui est une technique mini-invasive qui consiste à avoir une petite pénétration et à créer des circuits à l'intérieur du cerveau, tout comme la microchirurgie et la chirurgie du rachis. Plusieurs cas pratiques d'intervention chirurgicale tenus dans nos hôpitaux et dans la sous-région ont été exposés durant votre congrès. Peut-on en savoir davantage, au moins un ou deux exemples, professeur? Oui, en prélude du congrès déjà, nous avons pratiqué des activités neurochirurgicales chez des enfants à l'hôpital du Mali à Gabriel Touré, qui consistait à pratiquer la neuroendoscopie pour traiter les hydrocéphalies. C'est une technique de pointe que nous réalisons depuis environ 10 ans. Et cette technique est en pleine vulgarisation dans les autres pays africains également. Alors, au Mali, aujourd'hui, peut-on dire que nous avons de très bons neurologues? Nous n'avons rien à envier aux autres pays du monde. En fait, je suis neurochirurgien. Il s'agissait du congrès de la Société de neurochirurgie et non des neurologues. Mais effectivement, la frontière entre neurologue et neurochirurgie est très mince. La neurologie, c'est la société côté médical et la neurochirurgie, c'est le côté chirurgical. C'était juste une précision. Et pour dire que oui, en effet... alors, donc, les recommandations qui sont ressorties de cette réunion, de ce congrès, tournent autour de la bonne pratique de la neurochirurgie, pour que tous les patients puissent bénéficier des avancées technologiques, quel qu'en soit le pays. Alors, c'est ce qui nous permet alors de donner les mêmes chances aux patients, qu'ils soient à Bamako, à Tunis ou à Abidjan. Donc, ce sont les principales décisions issues de votre premier congrès à Bamako. Que doit-on en retenir essentiellement comme décision? Et quelle est la prochaine étape après ce congrès de Bamako? Alors, la prochaine étape, ça va être un rendez-vous dans à peu près 2 ans. D'accord. Où les différentes recommandations assorties de protocoles seront appliquées dans tous ces pays-là. Et puis, au cours de 2 ans, nous allons pouvoir évaluer ces différents protocoles. Professeur Oumar Diallo, je rappelle que vous êtes président des neurologues du Mali. Merci de neurochirurgie. Voilà. Merci de la précision encore une fois. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup. Et ce qui nous conduit à la chronique santé de ce journal qui aborde les règles douloureuses. Il en existe 2 grands types qui se manifestent par des symptômes sous forme de crampes et qui font très mal, oui, au moment du cycle menstruel. On en sait davantage avec Koumba Sissé. Nanette Koulibaly, c'est le surnom qu'on a donné à notre interlocutrice. Âgée de plus de 20 ans, elle a vu pour la première fois son cycle menstruel à l'âge de 13 ans. Et depuis, à chaque règle, elle sent des douleurs. Nanette Koulibaly, patiente. J'ai une règle douloureuse quand ça vient. J'ai tellement mal et je fais 3 jours avec cette douleur. La période la plus difficile pour moi, c'est la saison froide. Parce que pendant cette saison, je peux dire que j'ai très très mal. Et parfois même, je peux me réveiller à 3 heures du matin, je ne dors pas la nuit. Et toute la journée, je suis comme ça.
et ça peut faire jusqu'à 3 jours. Et pour cela, j'ai à faire beaucoup de traitements. Il s'agit de la règle douloureuse ou encore appelée en d'autres termes médicaux la dysménorrhée. Elle se manifeste sous forme de crampes au moment du cycle menstruel d'une jeune fille ou d'une femme. Félix Sanogo, gynécologue. Ces douleurs surviennent très généralement de deux façons. Nous avons la dysménorrhée fonctionnelle qu'on appelle très généralement la dysménorrhée primaire et la dysménorrhée secondaire qui est très généralement appelée la dysménorrhée organique. La dysménorrhée primaire, c'est très généralement des douleurs qui surviennent très généralement chez des jeunes dames, très généralement des gens qui viennent de voir leurs règles. C'est une douleur aiguë qui survient en ces temps-là, sans aucune autre explication souvent. Souvent, on creuse en vain, il n'y a pas de cause directe derrière. Et dans ces cas, nous dirons que c'est bien sûr un phénomène idiopathique. On ne parvient pas à expliquer souvent. La dysménorrhée primaire survient naturellement. Quant à la cause de la dysménorrhée secondaire, elle est précise. Félix Sanogo. Par exemple, une femme au cours de sa vie génitale se met par exemple à faire un fibrome. Donc des fibromes qui surviennent, des fibromes qui sont excessivement douloureuses et qui donnent souvent des règles qui sont très abondantes. Et ça peut s'accompagner de la douleur. On appelle ça dysménorrhée secondaire ou dysménorrhée organique. Ça peut être dû aussi à de l'endométriose. L'endométriose, c'est chaque fois la couche qui est habilitée à recevoir l'œuf fécondé. C'est-à-dire si la femme tombe enceinte, là où l'œuf va être implanté, souvent cette couche-là, c'est une couche particulière qui peut se retrouver ailleurs. C'est-à-dire qui peut se retrouver dans les ovaires ou bien qui peut se retrouver dans d'autres organes. Et c'est ça qu'on appelle l'endométriose. Et chaque fois que ces phénomènes surviennent là, donc ça donne beaucoup de douleurs et souvent même pendant les menstruations. Pour soulager les patientes, les médecins font recours à différents types de traitements. Ainsi, le traitement peut être symptomatique, médicamenteux et même chirurgical en cas de fibrome. Félix Sanogo, gynécologue. Au cas où la dysménorrhée est idiopathique, c'est-à-dire primaire, c'est un traitement symptomatique. Et le maître symptôme, c'est la douleur. Donc, c'est les antidouleurs. Et dans ces cas-là, la dysménorrhée va continuer à revenir au cours de chaque règle. Elle est remédiée par souvent les grossesses. Bon, souvent, on voit que les symptômes diminuent beaucoup. Ou bien avec l'âge aussi, lorsque le système génital devient beaucoup plus mûr, alors dans ces cas-là, ça disparaît. Mais au cas où c'est lié à une pathologie bien déterminée, par exemple en cas de dysménorrhée secondaire, si c'est des fibromes, la solution c'est quoi? Il faut enlever ces fibromes-là. Alors si c'est dû à des infections, alors on est obligé de faire ce qu'on appelle un prélèvement. Pour éviter des infections qui sont l'une des causes de la dysménorrhée, la petite fille ou la femme doit avoir une hygiène sexuelle. Et en ce qui concerne les douleurs au moment de la règle, les causes doivent être diagnostiquées afin d'éviter des complications qui peuvent aboutir à l'infertilité féminine. Le journal des sports, Famourou Djourti, bien installé dans ce studio. Très bien, Ibrahima Traoré. Alors, du football, d'abord le Stade malien. Oui, les Blancs de Bamako sauvent leur saison en remportant leur 23e titre de Coupe du Mali. Oui, le roi de la Coupe du Mali de football a encore frappé ce samedi. Victoire 4-0 sur Afrique Football Elite qui disputait sa toute première finale dans la compétition. Le Stade malien de Bamako, vous l'avez dit, remporte son 23e titre de Coupe du Mali. Les buteurs du Stade malien de Bamako seront Daouda Koulibaly 6e minute, Franck Bettiessé 32e, Souleymane Dramé 35e et Moussa Diallo 89e minute. Écoutons Ségou Sek, l'entraîneur d'Afrique Football Elite après le match. En venant ici, on a voulu faire un bon match. Mais bon, quand on regarde aussi, nous, on n'a rien à perdre. C'est vrai que le stade a gagné, le stade était favori. Ils nous ont montré carrément qu'ils sont une équipe expérimentée. Ils ont joué les grandes compétitions. Ils sont là depuis un certain moment. Nous, on vient d'arriver. Si on ne gagne pas, on ne va pas se rougir à cause de ça. Mais bon, la déception, elle est énorme. Voilà. C'était là Ségou Sek, l'entraîneur d'Afrique Football Elite. Alors, de l'autre côté, Mamoutou Kani alias Mourlé, selon Mourlé, ce n'était pas un match pour les juniors. Nous l'écoutons. 4-0, c'est une coupe des seniors, pas une coupe des juniors. Les juniors, ils jouent bien, mais pas la coupe. Nous avons montré que nous sommes matures, nous sommes des seniors et nous avons remporté par la détermination, l'engagement et le plan de jeu qu'on a mis en place. Voilà. Donc,
Alias Mamoutou Kane. Et voilà, c'était là donc les deux entraîneurs. Écoutons à présent Franck Tchessé, le capitaine du stade malien de Bamako, qui jouait son dernier match, puisqu'il a signé un contrat avec le club tanzanien d'Azam. Nous l'écoutons. On n'a pas été déconcentré parce qu'il fallait vraiment gagner et jouer encore une compétition qui est la Coupe CAF. Et ce n'est pas encore fini. Il y a un autre challenge encore à aller de l'autre côté, à aller montrer. Et vraiment, je suis de tout cœur avec eux. Je les remercie comme de la manière aujourd'hui. Il fallait les remettre ce trophée-là pour qu'ils soient en tout cas dans la joie. Et de toute façon qu'ils sont dans cette joie, c'est de cette même manière que je suis dans cette joie. Aujourd'hui, on va bien fêter. Voilà. Victoire du Stade malien de Bamako, 4-0 contre Afrique Football Elite, le 23e titre de Coupe du Mali de football du Stade malien de Bamako. C'était sous les yeux du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, que je vous propose d'écouter. C'est la fête de tous les jeunes Maliens et de tous les Maliens. Je suis sûr que le président a regardé ce match avec beaucoup de plaisir parce qu'il rappelle souvent aux jeunes que lui-même il est un jeune. Donc c'est le match des jeunes. Présidé au nom d'un jeune et gagné par les jeunes Maliens. Donc je leur souhaite bonne chance et à l'année prochaine. Voilà, au titre des récompenses, le Stade malien vainqueur de la Coupe reçoit un chèque géant de 25 millions de francs CFA. Le finaliste malheureux a fait se consoler avec un chèque géant de 10 millions de francs CFA. Le prix du meilleur joueur est revenu au capitaine du Stade malien, Franck Baudelaire-Tchessé, qui a reçu un chèque géant de 500 000 francs CFA. Ce 23e trophée de Dame Coupe du Mali permet également au Stade malien de Bamako de décrocher l'unique ticket du Mali pour la Coupe de la Confédération de la CAF la saison prochaine. Alors, autre sacré, c'est hors du continent carrément, parlons du Real Madrid, qui est sacré champion d'Europe pour la 15e fois de son histoire. Et oui, le Real Madrid est de nouveau champion d'Europe. Le club le plus titré des clubs continentaux a de nouveau triomphé dans son épreuve fétiche. C'était ce samedi soir à Wembley, à Londres, face au Borussia Dortmund 2-0 à l'issue d'une partie où il a énormément souffert. Les merengues sont habitués à subir, résister et piquer vers la fin pour l'emporter in extremis. Mais souvent, c'était fait avec une certaine maîtrise contre le B4B. L'équipe espagnole a donné l'impression de ne rien contrôler. Mais voilà, le Real a toujours cette baraque en plus que manque aux autres équipes. Il possède aussi en la personne de Thibaut Courtois un gardien de classe mondiale qui, même quand il ne joue quasiment pas de la saison, sort une prestation de tout premier ordre. Enfin, les Madrilènes peuvent aussi compter sur la maladresse de leur adversaire. Le Borussia a en effet tout bien fait dans ce match, sauf concrétiser les nombreuses occasions qu'il a eues. La 15e couronne continentale était promise aux merengues et ils l'ont conquise. Un record absolu qu'il sera difficile d'aller battre, tout comme les 5 Champions League de Carlo Ancelotti comme entraîneur. Retour au Mali avec en basketball la 12e journée du championnat national qui a pris fin hier samedi. Et oui, sur le tableau masculin, le Sigide Kaya a été battu à domicile par l'AS Police 57-61. L'AS Commune 1 a subi la loi d'Atra Club de Kidal 58-78. Le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, a été battu par le Stade malien de Bamako 71-60 et l'USFAS a gagné contre l'AS Real de Bamako 68-66. En ce qui concerne les dames, le Djoloubassi a été battu par le Stade malien de Bamako 76-56. L'AS Mandé a perdu 46-74 contre Calaban Sport Club. L'USFAS est tombé devant l'AS Real de Bamako 74-63 et le centre Bintou Dambélé a dominé l'AS Police 70-59. Merci beaucoup Famourou Djourté pour toutes ces informations sportives. 13h et presque 40 minutes sur nos antennes. Ainsi s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en ligne Cheikh Abdul Aziz Koulibaly, à la mise en onde Bintou Traoré. Grand merci à Ousmane Daou qui assure la coordination éditoriale de ce journal. Retrouvé dans un instant, oui, juste après moi, Baraki Sawatara dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments de radio en notre compagnie. Bon dimanche.
rétrocède.